Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette session de l'information sur Eden Télévision. Au menu de cette édition, parmi les 391 formations sanitaires recensées dans les communes d'Abomey-Calavi et de Soava, seulement 180 sont autorisées à exercer. Les autres seront incessamment fermées. C'est ce qu'il faut retenir du point de presse du procureur de la République près le tribunal d'Abomey-Calavi ce mercredi. Refus de maître Adrien Rongwedi d'accorder la parole à la minorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Vous suivrez les réactions de quelques citoyens dans ce journal. Et puis, au Togo, les parents de Joseph Zoumeke, tués lors des grandes manifestations, réclament justice. Ce sera tout pour les titres. À nouveau, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le procureur de la République près le tribunal d'Abomey-Calavi était ce mercredi face à la presse. Cette sortie vise à informer l'opinion sur l'état de la lutte menée contre les promoteurs de formations sanitaires illégales installés sur le territoire de compétence du tribunal d'Abomey-Calavi. Au total, 391 formations sanitaires sont recensées dans les communes d'Abomey-Calavi et de Soava. Plus de détails, suivons-le. Cette lutte vise les promoteurs des formations sanitaires privées qui ne justifient pas à la fois de l'autorisation d'exercice en clientèle privée et de l'autorisation d'ouverture. Dans le cadre de cette lutte, dans le ressort du tribunal d'Abomey-Calavi, nous avons suivi une démarche en 3 étapes. La première a consisté en une sorte de collecte de données. Les résultats de ce travail préliminaire ont été présentés à la seconde étape. Seconde étape qui était en fait une phase de concertation entre le parquet, la direction départementale de la santé de l'Atlantique et les chefs d'unité, les OPJ, tous les commissaires officiants dans le ressort du tribunal d'Abomey-Calavi. Au total, on a recensé dans le ressort du tribunal d'Abomey-Calavi, c'est-à-dire à Calavi et Soava, 391 formations sanitaires privées, toutes catégories confondues. De ce total, seuls 180 sont autorisés. 98 n'ont aucune autorisation et fonctionnent dans l'illégalité absolue. 65 formations sanitaires disposent d'une autorisation d'ouverture uniquement. 43 justifient seulement d'autorisation d'exercice en clientèle privée. Enfin, 5 ont leur procédure en cours. Des instructions ont été données pour la 3e phase, c'est-à-dire la phase de la répression. Et cette phase de répression a démarré depuis lundi dernier. C'est la phase de répression. Elle va consister à l'ouverture d'enquêtes contre les promoteurs et à la poursuite de ceux qui exerceront en marge de la législation, et ce, dans le respect des textes de la République. Précisons enfin qu'il y a déjà 2 procédures engagées contre 2 personnes poursuivies pour exercice illégal de la médecine. Ils sont tous placés sous mandat de dépôt. Par ailleurs, une enquête a été ouverte contre une promotrice d'une clinique non autorisée, Sisa Adjabo, dans l'arrondissement de Wedo, et dans laquelle une parturiente a rendu l'âme. Cette promotrice est en fuite. Les recherches sont en cours en vue de son interpellation. Dans un autre registre, la lutte contre l'érosion côtière et la gestion des écosystèmes afin de protéger les populations les plus vulnérables sont impératives. Dans cette optique, les cadres du ministère du cadre de vie et du développement durable du Bénin et ceux du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières du Togo sont en atelier à Cotonou. Pendant 3 jours, les experts de ces 2 pays, avec l'appui de la délégation de la Banque mondiale, vont étudier des documents techniques pouvant aboutir ce vendredi 28 septembre à la signature du protocole d'accord pour une meilleure protection des zones côtières du Bénin et du Togo. Commentaire Samson Oké et Damien Pedro. La première session ministérielle du comité mixte Ouaka Bénin-Togo a démarré ce mercredi 26 septembre 2018 à Cotonou. L'objectif de cette assise qui a réuni les cadres du ministère du cadre de vie et du développement durable du Bénin et ceux du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières du Togo est de réfléchir afin de trouver des solutions dans le cadre de la protection des zones côtières des 2 pays. Pendant 3 jours, les participants feront le point d'une année de préparation des
documents de base régissant la mise en œuvre des actions régionales pour une meilleure protection des côtes concernées. À la fin de la rencontre, le ministre béninois du cadre de vie et du développement durable et celui togolais de l'environnement et des ressources forestières procéderont à la signature du protocole d'accord et du mémorandum d'entente relatif aux travaux de protection côtière et du curage mécanique du chenal Baga. Cet atelier a également connu la participation des partenaires techniques et financiers dont la Banque mondiale. Les cadres du ministère de la décentralisation et les partenaires techniques et financiers ont examiné et validé le rapport 2017 avant de passer en revue le plan de travail annuel de l'année en cours. Frédéric Espoir Oumambou et Fiac Voitan pour le point. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale s'est fixé comme objectif global de faire de la décentralisation un véritable outil de développement local qui garantit le bien-être aux citoyens béninois sur des territoires bien aménagés et bien gouvernés. C'est donc pour atteindre ces objectifs le plus tôt possible que les cadres à divers niveaux du dit ministère ont décidé de s'assurer, à mi-parcours du chemin fait, des difficultés affrontées et des réussites engrangées. Tout ceci pour une marche sereine sur le trajet de la déconcentration en vigueur dans notre pays. C'est à ce titre que, dans son mot de bienvenue, le directeur de la programmation et prospective va rappeler ce qui suit aux participants. La recherche d'une grande performance opérationnelle de la dépense nécessite une grande responsabilisation des acteurs dans l'exécution, le suivi, évaluation de leur budget et la reddition des comptes. L'approche méthodologique basée sur la gestion assise sur les résultats nous impose certaines habitudes dans l'élaboration des rapports de performance. Notre rencontre qui porte sur la validation des rapports de performance de l'année 2017 et du rapport d'exécution au 30 juin s'inscrit parfaitement dans la logique de satisfaction de ces exigences et trouve son ancrage dans la réforme actuelle du gouvernement qui est d'instaurer la culture de l'évaluation dans nos habitudes. De son côté, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, reconnaissant les efforts fournis par chaque acteur de la chaîne, les appelle à aller plus loin. De façon globale, notre département ministériel a atteint au 31 décembre 2017 un taux d'exécution physique de 66,93% pour un taux d'exécution financière de 78,83%, base engagement, et 75,87%, base ordonnancement. Certes, nous ne devons pas baisser les bras, mais plutôt renforcer cet acquis. Les différents acteurs de la chaîne de dépenses doivent jouer efficacement leur partition pour permettre au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale d'être toujours à la hauteur de sa mission en matière de décentralisation, déconcentration et de gouvernance locale. Au terme de cet atelier qui s'achève ce mercredi 26 septembre 2018, les participants auront à mesurer le niveau d'atteinte des objectifs fixés, de relever les écueils et d'en formuler des recommandations qui seront sans doute utiles pour les prochains exercices. Du mardi 25 à ce jeudi 27 septembre 2018, les membres du comité de pilotage national sont réunis à Cotonou pour réfléchir sur les différentes stratégies adoptées pour renforcer la compétitivité des entreprises sur le marché national et à l'exportation. Cet atelier s'inscrit dans le compte du Bureau de restructuration et de remise à niveau des entreprises. Retour sur la cérémonie du lancement des travaux présidée par le ministre en charge du commerce. Reportage. Un jour, du 25 au 27 septembre 2018, les membres du comité de pilotage national vont examiner les différents volets du programme de restructuration et de mise à niveau du Bénin. Ce programme vise à doter l'économie béninoise d'un cadre institutionnel de référence permettant d'améliorer ses performances à travers une contribution plus élevée des entreprises à la croissance du produit intérieur brut PIB, au développement des exportations et à l'effort d'innovation. Au cours du lancement des travaux, le ministre de l'Industrie
industrie et du commerce a invité les participants à une analyse minutieuse des communications qui seront présentées. Aucune œuvre humaine n'est parfaite et c'est dans ce que nous ferons, dans les analyses que nous ferons en ces 3 jours, que nous pourrions bien évidemment parfaire ce qui se passe comme activité dans cette structure. Donc je voudrais inviter les uns et les autres à une attention particulière à ce que nous ferons. Cet atelier est une occasion pour les experts du comité de pilotage national d'échanger leurs expériences afin d'améliorer la visibilité des entreprises au Bénin. L'atelier de dissémination du rapport ancêtre du projet de facilitation du commerce, du transport et du dernier rapport de l'Observatoire des pratiques anormales a eu lieu ce mardi 25 septembre 2018 au CCIB. À la CCIB, donc à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Une occasion pour les transporteurs et transiroutiers inter-États de formuler des doléances au CNF, Comité national de facilitation pour une fluidité du transport et du commerce sur le corridor Abidjan-Lagos. Reportage. Créer une synergie d'action, faciliter la fluidité du transport et du commerce sur le corridor Abidjan-Lagos constitue un outil d'intégration régionale pour le projet de facilitation du commerce et du transport sur ce corridor. Ainsi, à l'opposé des corridors Bamako-Dakar via Deboli, 32 postes de contrôle sur 1382 km et Bamako-Ouagadougou via Ere-Mankono, 30 postes de contrôle sur 934 km, le corridor Cotonou-Niger a obtenu la meilleure performance où il a été enregistré 7 postes sur 950 km, soit un poste aux 100 km, ce qui a suscité le présent atelier de dissémination du rapport en 7. Depuis 2017 jusqu'à ce jour, notre pays s'est illustré au premier rang en termes de fluidité qui s'observe sur nos différents corridors. Mais pour ce qui concerne le cas spécifique du corridor Abidjan-Lagos, qui en réalité est le corridor le plus long, plus de 1000 et quelques kilomètres, en matière de temps de passage au niveau de nos différentes frontières, il y a véritablement des avancées que nous avons enregistrées en 2017 par rapport à 2016. En termes de temps de séjour de marchandises au niveau de notre port ou au niveau de nos ports, il y a eu d'amélioration par rapport à 2016. Seulement que la valeur cible n'est pas encore atteinte. Outre ces avancées, des recommandations ont été formulées à l'endroit du Comité national de facilitation, CNF. En matière de tracasserie routière, je crois que le Bénin a été félicité et il y a moins de tracasserie routière, seulement que sur la portion béninoise du corridor Cotonou, Sémé-Kraké, des pratiques anormales continuent d'être observées. C'est pour dire que la veille doit être véritablement une veille permanente sur cette petite portion du corridor pour faire véritablement de nos corridors des corridors intelligents. Pendant que les transporteurs échangent sur le rapport en 7 du CNF, une activité de renforcement des capacités est organisée à l'endroit des femmes commerçantes sur le commerce transfrontalier. Le ministre du Commerce, quant à lui, a évoqué le cas de Sémé-Kraké. Le présent atelier, dont le thème principal est les formalités administratives, c'est-à-dire policières et douanières, de la traversée des frontières terrestres, comme exemple le cas de la frontière de Kraké, a pour objectif majeur de contribuer à la campagne de sensibilisation et d'information sur la législation communautaire relative à la libre circulation des personnes et des marchandises au sein de la CEDEAO. Aussi, voudrais-je vous inviter à une participation active en vue de bénéficier pleinement de tous les avantages de cet atelier. Ces résultats permettront aux décideurs de réduire les barrières physiques et non tarifaires au commerce et au transport sur le corridor Abidjan-Lagos.
Assemblée nationale, les députés ont finalement désigné le représentant dans les CC à l'EPI. Ils ont aussi adopté le projet de budget de l'institution et le président, Maître Adrien Rongwedji, a procédé à la clôture de la 4e session extraordinaire de l'année 2018. On fait le point avec Amen Didier Rompenoudi et Romaric Devochi. Les députés en séance plénière de ce lundi ont enfin désigné leurs représentants devant siéger dans les commissions communales d'actualisation de la LEPI-CCA-LEPI. La liste de la majorité parlementaire et de la minorité parlementaire ont été rendues publiques par le président de l'Assemblée nationale, présentée par les 2 secrétaires parlementaires. Ibrahim Ahmed Alibi de Bereke. Nagnon Ayossi Adrien. Apro Misrete. Le processus de vote à la tribune engagée, les députés présents et représentés l'ont adopté. Le 2e point à l'ordre du jour a été appelé à discussion et c'est le vote du projet de budget de l'Assemblée nationale, exercice 2019, dont les débats ont eu lieu la semaine dernière et qui avait suscité de réactions, surtout du premier questeur et des députés de la minorité parlementaire, sans oublier le premier vice-président Eric Rondeté. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rongwedji, a invité le président de la Commission des finances à donner les grandes lignes de ce budget. Mais avant, il a tenu à rappeler ses prérogatives. Le président de l'Assemblée nationale fait étudier l'avant-projet du budget par la Commission permanente chargée des finances. En tenant compte des modifications proposées par cette commission permanente, le président de l'Assemblée présente le projet de budget devant l'Assemblée plénière qui en délibère et en arrête le projet définitif à inclure au projet de loi des finances. Dans la logique, en tout cas, des charges générées par les nouvelles législatures, où on a remarqué que ce taux varie entre 20, 22% et 28% parfois. Donc, ça a permis de refaire les tableaux. Je pense que ça doit être en cours de distribution, en tout cas sur le point d'être distribué. Donc ce que nous allons suggérer à la plénière est qu'il y ait une pause, tant que les collègues soient en possession des derniers documents. Après cette suspension et à la reprise, les choses sont allées très vite. Le président de l'Assemblée nationale a fait adopter ce projet de budget évalué maintenant à un peu plus de 17 milliards de francs CFA. Voilà, nous avons donc adopté le budget à la majorité des députés présents et représentés, moins 12 abstentions. Bien. La minorité parlementaire qui avait souhaité faire une déclaration à la tribune s'est vue refuser ce droit par le président qui a aussitôt clôturé la 4e session extraordinaire de l'année 2018, ce qui a irrité le camp de la minorité parlementaire. Cette déclaration n'est pas à l'ordre du jour de la session extraordinaire et donc le président n'est pas tenu de vous donner la parole sur une déclaration extraordinaire. La session extraordinaire est déclarée close. On a une déclaration à faire, nous devons faire cette déclaration. Comme vous venez de le voir, les députés de la minorité parlementaire avaient souhaité, lors de cette plénière, intervenir à la tribune, mais ont fait face au refus du président, Maître Adrien Rongwedji, qui n'a pas voulu leur accorder la parole. Une vive réaction s'en est suivie, suivant à présent les impressions du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Eric Rondeté, sur cette restriction de la parole au bloc de la minorité parlementaire. Il n'a pas manqué de se prononcer sur le vote du budget à l'Assemblée nationale, intervenu sans grande discussion. Le gouvernement a adopté le budget général de l'État. Que dis-je? Le projet de budget général de l'État, qu'il est supposé avoir transmis à l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, le vote du budget de l'Assemblée nationale n'est pas pertinent. Le gouvernement a outrepassé ses prérogatives en adoptant le budget de l'Assemblée nationale. Lorsque, après avoir adopté le budget, l'Assemblée nationale se réunit,
pour adopter un budget, on se demande à quelle fin. Ce qui vient aggraver la situation, c'est que c'est pour la toute première fois que le budget de l'Assemblée nationale est présenté et pas discuté. Voté directement, sans discussion, au sein de l'Assemblée nationale, sans explication de vote, sans aucun commentaire. Je pense que cela, à mon avis, ça me gêne un peu. Et je pense que nous avons tout intérêt à faire en sorte que les choses ne continuent pas de se passer de cette façon-là. Les textes ont clairement prescrit que l'Assemblée nationale adopte son budget sur proposition de son président. Et lorsque le budget est adopté, il est intégré au budget général, au projet de budget général de l'État. Notre droit positif reconnaît que dans une assemblée, on a une majorité et une minorité. Si les députés de la minorité souhaitent s'exprimer sur une question, on doit leur donner la parole. Surtout s'ils la demandent et qu'on la leur promet. Donc je regrette cette situation et je souhaite que ça ne se répète pas. Que pensent les citoyens de cette restriction de la parole au Parlement? Élément de réponse dans ce micro-trottoir. C'est très gauche. Sinon, ces députés ne peut pas demander la parole à son niveau et il va refuser. Je pense que le président Ngoumbedji même, il n'arrive pas à maîtriser ses députés. C'est un monsieur expérimenté. Il a déjà dirigé plusieurs fois l'Assemblée. Donc il a la police des débats. Il a le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de ne pas accorder. Mais là maintenant, pour ce que moi je sais, c'est ça. Mais dans le fond, est-ce qu'il a vraiment le pouvoir de refuser? Moi je ne saurais le dire. Mais ce que je sais en tant que citoyen, le président de l'Assemblée, c'est lui qui juge de l'opportunité d'accorder ou de ne pas accorder. Ça c'est moi mon opinion. La divergence des idées doivent être sauvegardées. On dit que l'Assemblée nationale est le haut lieu de la politique, où nous avons deux camps, la mouvance et l'opposition. La loi, je ne sais pas si c'est le règlement intérieur qui donne ce pouvoir à notre président de l'Assemblée nationale, qui n'est pas n'importe qui dans ce pays. On ne peut pas comprendre que Maître Adrien Ngoumbedji, au soir de sa vie, avoir son âge, je parle avoir son âge, avec toute l'expérience acquise. C'est un père de famille. Il doit écouter ses enfants. Il ne doit pas interdire à ses enfants de parler. Quand vous étouffez la parole, je pense que je ne sais pas, ce n'est pas bien pour notre pays. C'est lui qui a la police des débats. Et donc, il doit veiller à ce que l'institution parlementaire, le Parlement, soit vraiment, donne une bonne image. Et donc, s'il sent que accorder des paroles à des députés, que ce soit de la minorité ou de la majorité, que ça va créer un incendie ou bien ça va dégénérer au sein de l'hémicycle, je crois que c'est son droit le plus absolu de donner la parole ou de ne pas accorder. Et donc, il est libre de diriger l'institution pour que ça reflète une bonne image à tout le peuple béninois et aux autres institutions de la République. En interactualité, les parents d'un jeune garçon tué il y a un an à Lomé lors des grandes manifestations de l'opposition contre le pouvoir togolais demandent justice après avoir enfin obtenu l'autopsie de son corps. Reportage. Depuis que Joseph Kokuzumeke, 13 ans, a été tué en octobre 2017, ses parents avaient refusé de l'enterrer et laisser son corps à la morgue, exigeant qu'une autopsie soit pratiquée. Au regard de l'ampleur des manifestations dans le quartier de Bekota le 18 octobre 2017, les enseignants ont libéré les élèves et écoliers. Joseph lui a regagné la maison. Aussitôt, il s'est déshabillé et est ressorti pour aller acheter des condiments à sa mère. Il n'est plus jamais revenu, raconte son père. Il a été mortellement atteint par des balles et conduit sans vie dans un centre de santé où il a finalement été retrouvé.
Le père du garçon a affirmé avoir d'abord porté plainte contre Ince et exigé l'autopsie du corps de l'enfant avant de saisir le procureur de la République afin qu'il ouvre une enquête. Après plusieurs mois de tractation, le médecin légiste commis par le procureur a rendu son rapport d'autopsie le 13 juillet dernier. D'après ce rapport, le corps de l'enfant présente des lésions d'une mort violente par arme à feu. Amnesty, qui a soutenu les parents de la victime dans cette procédure, a invité les autorités à s'engager à combattre l'impunité au Togo. Le soulagement a été le jour où la famille a pu avoir le résultat de l'autopsie. Nous ne pouvons pas dire que c'est la fin du processus, c'est le début d'un engagement vers la justice. Dans ces deux parties qui sont l'opposition, le pouvoir, il y a une troisième partie qui pour moi ne me semble pas être seulement la société civile, mais c'est le peuple, dont les victimes en premier lieu. Le cas de Joseph Zoumeke en est un. On en a ailleurs, à Bafilo, à Mango, à Sokodé. Donc ce sont là pour nous des éléments qui doivent aider l'État à réellement combattre l'impunité au Togo. Le père de Joseph y tient. L'auteur de la mort de son fils doit payer le prix de son acte. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Justice doit être rendue car je dois connaître celui qui a tiré sur mon enfant. Une quinzaine de morts ont été dénombrés lors des manifestations qui ont rassemblé l'an dernier des dizaines de milliers de personnes à la paix de l'opposition durant des mois de confrontation avec le pouvoir. Ils demandaient la démission du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 après la mort de son père qui avait lui-même dirigé le Togo pendant 38 ans. C'est ici que s'achève cette édition. Merci à tous. À bientôt.